Les sous-sols potentiellement exploitables pour la géothermie profonde de type EGS sont constitués de roches naturellement fracturées où peut circuler de l'eau très chaude. On trouve cette géologie particulière sur tous les continents et notamment en Europe, dans les bassins sédimentaires effondrés. En France, on retrouve des conditions favorables dans 3 régions: la Limagne en Auvergne, les Cévennes et le bassin rhénan. L'Alsace a un potentiel important sur une bande de 10 à 20 km de large, allant du nord au sud de la région, le long du Rhin. Alors que dans un bassin sédimentaire, la température augmente en moyenne de 3 degrés tous les 100 mètres, dans les zones de roches fracturées, l'élévation de la température est jusqu'à 4 fois plus importante sur les 1000 premiers mètres. Les forages sont des opérations longues et coûteuses. Avant de lancer les travaux, il faut prendre toutes les assurances sur la pertinence de l'opération. Cela commence par des recherches documentaires, notamment l'étude d'anciens forages. Si ces recherches sont concluantes, une demande de permis exclusif de recherche est alors déposée. Ce permis peut être accordé pour 3 à 5 années selon le projet et la surface concernée. Ensuite commence l'exploration physique, qui utilise la technique de sismique par réflexion. Des capteurs de vibration, appelés géophones, sont placés au sol à intervalles réguliers et reliés à un camion laboratoire. Des camions vibreurs parcourent la zone de façon systématique. Leurs ondes se propagent dans le sous-sol jusqu'à rencontrer des réflecteurs géologiques qui les dévient et les renvoient en surface. Les géophones captent ces retours et les transmettent au camion laboratoire. L'analyse des résultats permet aux scientifiques et ingénieurs de réaliser une modélisation de la cartographie géologique du sous-sol. Ils se basent sur les mesures mais aussi sur d'autres données géophysiques, sur leurs connaissances, leur expérience. Sur la base de ce modèle géologique, 2 cibles sont étudiées pour la connexion au réservoir profond et les trajectoires pour les forages sont déterminées. Une demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers est alors déposée pour la réalisation des forages. L'instruction du dossier dure plusieurs mois et rien ne peut être entrepris avant l'obtention de cette autorisation. La plateforme de forage est aménagée pour assurer la sécurité, réduire les nuisances et permettre un travail efficace. Le terrain est clôturé, un bassin étanche est creusé, la tour de forage est assemblée et plusieurs stations de mesure sismologique sont mises en service autour de la plateforme. Le travail souterrain commence par le battage d'un tube en ciment sur une profondeur de 30 à 50 mètres. À l'intérieur de ce tube, on installe et on cimente un tube guide métallique de manière à ce que les opérations de forage se déroulent en garantissant la bonne préservation de la nappe phréatique. Le trépan traverse différentes couches géologiques. La boue introduite dans le trou de forage sert de lubrifiant et permet aussi de remonter à la surface les débris de roches qui sont analysés en continu. Après le forage de la première section, un tubage en acier est mis en place. Puis une cimentation par injection est réalisée en périphérie. Sous la pression des boues, le ciment remonte le long de la paroi rocheuse. Ce ciment contribue à l'étanchéité du puits, permet le bon accrochage du tube sur la roche et assure la stabilité de l'ensemble. Le forage se poursuit avec la même technique, mais avec un diamètre inférieur. Le second tubage est cimenté jusqu'en surface. La troisième partie du forage reçoit un tubage particulier, appelé colonne suspendue ou liner hanger. Cette colonne suspendue est fixée à la base du second tubage. Enfin, la dernière section du forage, appelée le découvert ou open hole, est dépourvue de tubage. Long d'environ 500 mètres, pour un diamètre de 20 cm environ, le découvert doit croiser un maximum de failles et de chenaux appartenant à un réservoir connecté. Pour vérifier la présence de failles, une sonde est envoyée jusqu'au fond du puits. En remontant et en tournant, cet outil d'imagerie acoustique ou électrique reconstitue une vue représentant quelques centaines de mètres du découvert. Cette représentation de la paroi révèle la position des fractures, leur orientation dans l'espace ainsi que leur inclinaison. Les opérations de forage sont terminées. Au niveau de la surface et de la nappe phréatique, le puits est isolé par plusieurs tubages d'acier et plusieurs couches de ciment. Les couches d'aquifères de surface sont ainsi protégées. À la fin du forage, les paramètres du puits sont mesurés: température de l'eau, débit et pression. Un nettoyage des failles pourra permettre l'amélioration de la connexion entre le forage et le réservoir.
Après ces opérations de contrôle et de nettoyage éventuelles, qui durent quelques jours, la circulation de l'eau est plus fluide dans la zone autour du puits. Le feu vert est ensuite donné pour le forage du second puits. Pour définir précisément la zone à atteindre par le second puits, on dispose des informations géologiques recueillies lors du premier forage. Elles peuvent être complétées par une nouvelle campagne de sismique par réflexion. Le second forage est dévié. Cela permet de conserver les deux têtes de puits sur le même site pour simplifier l'exploitation tout en écartant les extrémités inférieures des puits. Si les fonds des puits étaient trop proches, l'eau pourrait passer trop directement d'un puits à l'autre sans avoir le temps de se régénérer et de reprendre une température élevée. On désigne ensuite le puits producteur et le puits injecteur selon le niveau de performance de chacun des puits. Les deux têtes sont reliées pour créer un circuit, et une pompe, installée à 400 mètres de profondeur, donne le sens de circulation. La boucle géothermale, appelée aussi doublée, est en place. Seuls 30% du flux réinjecté sera à nouveau puisé directement par le puits de production. La boucle géothermale, ou circuit primaire, est reliée en surface à un échangeur de chaleur afin de récupérer les calories et de les transférer au circuit secondaire. Ce circuit secondaire et les installations liées à l'exploitation prendront différentes formes selon l'utilisation prévue. Réseau de chaleur, chauffage de serre, applications industrielles, production de vapeur, production d'électricité ou encore cogénération.